Salut à toutes et à tous, bienvenue dans le CQFR du jour. Comme chaque matin cette semaine, je suis rejoint par mon acolyte Benjamin Moubèche. Comment ça va, Benjamin? Bah écoute, ça va super, un peu fatigué après la late session, mais on va tout donner pour ce CQFR. Voilà, bah, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil au replay si vous étiez pas en direct avec Benjamin hier soir. Euh, Pas mal de choses intéressantes aujourd'hui dans ce CQFR. Feuilleton de l'été oblige, je te propose qu'on parte sur James Harden. Pour une fois, il y a eu une info. Donc, suite à ces déclarations diverses et variées, la NBA a annoncé qu'elle allait le faire écoper d'une amende de 100 000 dollars. Je te laisserai expliquer les raisons, les raisons de cette amende. Et derrière, dans la foulée, quasiment le syndicat des joueurs a lui émis un communiqué de presse officiel pour dire qu'ils allaient faire appel de cette décision, notamment s'en remettre auprès du médiateur qui fait, voilà, qui agit en tant que tampon un petit peu entre la NBA et le syndicat des joueurs dans ces affaires-là. Est-ce que tu peux simplement, Benjamin, nous réexpliquer un petit peu les raisons de cette amende finalement et où en est la situation actuellement? Ouais, carrément, en fait, ce qui se passe, c'est que dans le CBA, il y a une clause qui interdit les joueurs de demander publiquement leur transfert. Donc en fait, tant que c'est dans les coulisses de l'NBA, par des tweets, etc., tout va bien. Mais quand tu prends la parole publiquement pour parler de ton transfert, bah, ça devient sanctionnable. Donc ce qui s'est passé, c'est que la NBA avait lancé son enquête, on en avait parlé en début de semaine, et donc ils ont parlé avec James Harden, et ils ont donc compris que en fait, les commentaires de James Harden par rapport au fait que donc, Daryl Morey était un menteur et qu'il ne voulait plus jouer pour les Sixers, en fait, pouvait être perçu comme une demande publique de transfert. Et ça, c'est sanctionnable à hauteur de maximum de 150 000 dollars. Donc, en l'occurrence, Harden, il a pris 100 000 dollars, ce qui peut sembler relativement anecdotique par rapport à son salaire de 35 millions, mais qui est en fait une grosse, grosse amende en NBA, quasiment le maximum en fait qu'un joueur peut recevoir. Donc voilà, la NBA le sanctionne en précisant dans son communiqué que c'est spécifiquement pour le fait qu'il ait demandé publiquement ce transfert. C'est pas parce qu'il a insulté Maury ou quoi que ce soit, c'est vraiment la demande publique de transfert. Donc la NBPA, oui, le syndicat des joueurs en gros, euh, conteste ça sur ce point spécifique. En gros, ils expliquent que selon eux, James Harden n'a pas violé la règle de demande publique de transfert et que donc ils vont déposer un recours auprès du médiateur pour contester l'amende de la NBA, essayer simplement d'effacer l'ardoise de James Harden et de tout oublier. Donc voilà, ça c'est le topo de la situation. On est vraiment sur des spécificités du CBA, sur une question d'évaluation de est-ce que oui ou non c'est une demande publique de transfert. En tout cas, voilà, on a déjà vu ce genre d'amende avec Anthony Davis, par exemple, en 2019. Ce serait normal que James Harden en ait une. La question, c'est est-ce que les propos qu'il a dit peuvent se qualifier comme tels? Voilà. On verra ça enfin, la NBPA et la NBA verront ça entre eux, je pense. Ouais, bah de toute façon, le nœud du problème, c'est toujours des problèmes d'image. La NBA, on sait, est toujours très soucieuse de son image. Elle essaye de trouver des moyens, des mécanismes pour éviter que ce type de demande de transfert soit public, soit sur la place publique. Là, c'est vrai que c'est le feuilleton de l'été. La façon dont James Harden a abordé les choses, notamment là, en traitant son GM de menteur lors d'une tournée en Asie, je pense que c'est vraiment le genre de choses que la NBA veut éviter au maximum, parce qu'elle a aussi bien conscience que d'un point de vue d'image auprès du grand public, c'est dur derrière comment dire, de faire la promotion de ces plus grands joueurs quand le public peut se dire, mais attends, ils sont payés des sommes faramineuses et en plus ils demandent à être échangés du jour au lendemain. Donc je suis bien d'accord que on se pose jamais la question du côté, ou on se pose rarement la question de la loyauté entre guillemets du côté des franchises, que les joueurs peuvent être échangés du jour au lendemain sans qu'il y ait forcément d'état d'âme du côté des clubs. Néanmoins, c'est cet état de fait là en fait, c'est cette image là que la NBA veut éviter au maximum. Donc pas très étonné finalement du fait que qu'il y ait une amende qui tombe. Je sais pas trop jusqu'où pourra y aller le recours du syndicat des joueurs. Au vu de de ce que tu nous dis là sur, voilà, sur le fait que dans le CBA, il est maintenant interdit de demander officiellement son échange, ça va être dur, je pense, de défendre le cas de James Harden. Dans tous les cas, on savait que le syndicat réagirait, ne serait-ce que là aussi pour la forme, pour des histoires d'image, montrer qu'ils sont prêts à défendre leurs joueurs. Je serais très étonné quand même que l'amende tombe, enfin que l'amende soit annulée, je veux dire, et que James Harden s'en tire. Pour le reste, bon bah encore une fois, on attend de voir ce que ça va donner. Je suis pas sûr que ça se décante de sitôt. Ah, c'est vrai que dire je jouerai pas dans l'équipe de Daryl Morey, ça ressemble quand même beaucoup à une demande de transfert, surtout quand tu mêles ça à d'autres déclarations.
comme quand il dit que sa relation avec les Sixers est irréparable, par exemple. Donc c'est vrai que je pense que l'amende va rester. Et il y a non seulement le côté d'image, comme tu dis, en plus il y a l'aspect dynamique des pouvoirs en NBA, où plus on avance et plus les joueurs prennent du pouvoir, et la NBA est censée aussi réguler un peu ça, parce que eux travaillent presque pour les franchises finalement. Ils sont un peu entre les deux, bien sûr, ils travaillent aussi pour les joueurs, mais ils doivent aussi préserver le pouvoir des franchises. Et ce genre de demande publique de transfert, ça peut être perçu par les équipes comme un petit peu un pas trop loin derrière la ligne du player empowerment. Et donc c'est pour ça aussi que c'est sanctionnable, que c'est un cas qui est super intéressant et que la NBA prête une attention particulière à ce dossier-là, parce que en réalité, ça va bien au-delà de juste la question de froisser l'ego de Daryl Morey. Il y a toute la question de à qui appartient le pouvoir en NBA et quelle est la limite par rapport aux joueurs. Donc c'est vraiment une affaire qui est cruciale pour la NBA, pour la NBPA, et qui est essentielle dans la lutte pour les pouvoirs en NBA entre les franchises et les joueurs. Donc vraiment, non seulement dossier à surveiller, et de deux, bah voilà, c'est pour ça que c'est le feuilleton de l'été, parce que au-delà de l'aspect sportif de où jouera James Harden, il y a toutes ces questions-là qui sont extrêmement importantes et extrêmement intéressantes. Ouais, bah écoutez, on suivra toujours cette affaire forcément. Allez, Benjamin, je te propose qu'on revienne sur le terrain pour souligner une perf bah, extraordinaire, hors norme tout simplement. Ça se passait en WNBA hier soir dans le match entre les Las Vegas Aces et le Atlanta Dream. Et donc c'est A'ja Wilson, la MVP en titre, double MVP, qui a signé simplement l'une de la meilleure performance offensive de tous les temps en WNBA, puisqu'elle a égalé le record qui était jusque-là détenu par Liz Cambage en plantant 53 points dans une victoire 112-100 face à Atlanta. Je te donne quand même ses stats, le reste de ses stats sur le match. Donc 53 points, 16 sur 23 au tir, 20 sur 21 au lancer franc. Ce qui est vraiment fort, je trouve, dans le basket moderne, c'est que finalement, elle a eu besoin de ne mettre qu'un seul tir à 3 points. Elle en a pris un, elle l'a mis pour atteindre la barre des 50 points. Elles sont 3 en tout dans l'histoire de la WNBA à avoir atteint ou dépassé la barre des 50 points. Elle a ajouté à ça 7 rebonds, 4 contre. Voilà, en gros, une masterclass de la part d'Aja Wilson. Qu'est-ce que ça t'inspire, toi, cette perf? Bah, déjà, c'est énorme. Et puis en plus, on parle d'une joueuse qui est quand même un talent générationnel, double MVP, qui est, bah voilà, c'est AJ Wilson qui joue dans la meilleure équipe de la ligue. Donc s'il fallait quelqu'un pour le faire, je pense que c'est quand même bien elle. Et ce que ça m'inspire, bah, c'est que quand je vois les chiffres, ça me fait tourner la tête. 16 sur 23 au tir, c'est une efficacité qui est énorme. Et 20 sur 21 au lancer, c'est juste phénoménal. En fait, dans l'histoire de la WNBA, il y a 9 joueuses qui ont déjà pris au moins 20 lancers francs dans un match. Et AJ Wilson a le plus gros pourcentage d'entre elles. Donc ça montre à quel point elle était en feu ce soir-là. Et je pense que ce niveau d'efficacité, peu importe la compétition, peu importe dans quel domaine, peu importe qui, c'est juste incroyable. Il faut prendre la mesure de ce que c'est, d'aller 21 fois sur la ligne des lancers francs, d'en mettre 20, de prendre 23 tirs, d'en mettre 16. Et quand tu regardes, effectivement, bah voilà, elle est vachement percutante, elle crée facilement ses décalages. En fait, tu as l'impression que c'est pas, quand tu la regardes jouer, tu as une impression de facilité qui est folle, en fait, elle est défendue, mais elle rentre tout quand même. Et ça, c'est dingue. Donc dans ces cas-là, c'est normal que voilà, ses coéquipières lui fassent la passe un petit peu en boucle. Et qu'est-ce que j'en pense? Bah, je suis juste choqué par le niveau de performance des Jay Wilson. Ouais, et puis c'est vrai que je vous invite, si vous n'avez jamais eu l'occasion de la voir jouer, à aller jeter un coup d'œil parce que vraiment, d'un point de vue technique, c'est vraiment un bijou de joueuse. Elle est là, enfin, ce match-là le montre bien, quoi. Elle est totalement indéfendable. Elle a une technique et une variété de moves offensifs qui est assez folle. Faut rappeler aussi que c'est une excellente défenseuse. L'an dernier, elle a fini la saison en étant à la fois MVP et meilleure défenseuse de WNBA pour aller avec le titre, puisque les Aces sont les championnes en titre. C'est intéressant ce que tu dis sur le talent générationnel. C'est un petit peu ce que disait sa coach Becky Hammon après le match et aussi sa coéquipière Kelsey Plum, qui avait un commentaire intéressant. Je trouve, elle disait ouais, il faut arrêter de comparer les joueuses ou les joueurs les uns aux autres. Là, AJ, c'est une joueuse à part, c'est une joueuse hors norme. Elle est en train de créer son propre chemin quelque part. Et ce qui est intéressant aussi depuis ces dernières années, c'est un mouvement qui avait été, je pense, quand même pas mal lancé par Kobe Bryant, c'est de voir qu'il y a de plus en plus quand même de joueurs NBA aussi qui suivent la WNBA
NBA l'été, qui commente. Hier, voilà, j'ai vu passer aussi un commentaire plutôt sympa de LeBron James qui, en rigolant, disait que ça devait être les chaussures parce elle avait un modèle de LeBron au pied, mais qui saluait sa performance. Tout ça, je trouve que c'est intéressant quand même ce qui se passe en WNBA depuis plusieurs années. C'est une ligue qui a quand même longtemps eu du mal à trouver sa place dans l'univers médiatique du sport américain, à trouver des échos auprès du grand public. Et j'ai vraiment le sentiment que c'est en train de bouger là depuis quelques années. Et voilà, des perfs comme ça, c'est toujours aussi un grand moyen pour une ligue d'aller montrer auprès du public qui ne suit pas forcément la WNBA régulièrement un petit peu à quoi ressemble le jeu, quoi. Carrément, et puis surtout pour les fans qui sont pas encore dans le wagon de WNBA, pour beaucoup, ce qui manque, c'est le côté sensationnel. Alors, en réalité, quand tu regardes, tu sais qu'il est là, le côté sensationnel, que tu vas trouver de belles actions, de beaux matchs, etc. Mais voilà, avoir 53 points dans un match de la part d'une joueuse, de manière générale, c'est quand même un argument marketing pour dire allez la regarder. D'autant plus que voilà, c'est AJ Wilson, donc elle est quand même coutumière du fait. C'est son deuxième match à 40 points en l'espace de 5-6 matchs. Donc c'est clairement une joueuse qui, si vous voulez regarder des gros cartons offensifs, est à suivre évidemment. Donc là, c'est vrai que ça aide pas mal le développement de la ligue. Et tu as raison, en fait, je trouve que cette saison, comme la précédente et comme la précédente avant, on voit vraiment des progrès en termes d'évolution médiatique de la WNBA qui prend une place de plus en plus importante dans le monde, dans le paysage sportif mondial. Et ça, c'est quand même c'est réjouissant parce que on est juste content de voir le basket se développer. Ouais, c'est clair. Si vraiment ça vous intrigue ces histoires ou si vous voulez en savoir plus sur la WNBA, je vous invite à suivre le site Swish Swish, nos amis de Swish pardon, qui suivent la WNBA de très très près. Vous trouverez tout un tas d'infos sur leur site et sur leurs réseaux sociaux. Donc on leur passe un petit bonjour. Et juste pour finir sur refermer le chapitre, c'est vrai que finalement cette perf a presque éclipsé aussi les performances d'autres très fortes joueuses comment dire, des Aces. Il y a Kelsey Plum dont je parlais qui a fait un gros match et il y a aussi Chelsea Gray, l'une des autres joueuses majeures de cette équipe qui a fini à un rebond du triple-double. Donc c'était vraiment voilà, un match plein de la part des Aces. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement le score c'est 112-100 à la fin. C'est pas un match qui a été plié tout de suite. Donc je trouve que ça donne aussi un petit peu de saveur de voir que les 53 points d'Adja Wilson, c'était pas simplement dans un match ouvert où il y a une équipe qui a dominé de la tête et les épaules du début à la fin. Voilà, c'est ces 53 points qui ont vraiment compté aussi dans le résultat final de son équipe. Carrément. Ouais, allez, on va repartir un petit peu maintenant sur des Français. Hier, on a eu alors deux informations intéressantes. D'une part, une signature ou une resignature pour un joueur. D'autre part, c'est, on espère, le signe avant-coureur d'un retour au très haut niveau pour un autre joueur. Dans les deux cas, c'est des jeunes joueurs français. Benjamin, je crois que c'est toi qui as fait les news sur Basket Session. Je te laisse présenter les deux joueurs dont on parle ce matin. Exactement. Bah écoute, le premier, ça va être Olivier Sarr, qui est peut-être un peu moins connu des fans NBA que l'autre joueur dont on va parler, mais qui en l'occurrence a signé un nouveau two-way contract au Thunder. Donc en gros, c'est la troisième saison consécutive qui passera un petit peu entre la NBA et la G-League. C'est quand même une bonne nouvelle qui reste dans les circuits NBA. Et de l'autre côté, on a Sekou Doumbouya, voilà, qui est un nom qui est peut-être un peu plus évocateur quand même, parce que ça a été un 15e choix de draft, si je dis pas de bêtises. Et, euh, et voilà, donc Sekou Doumbouya, qui lui est partenaire d'entraînement de Monaco. Il n'a pas encore de contrat nulle part, mais c'est intéressant de le revoir sortir, parce qu'on l'a quand même très peu vu ces dernières saisons. Entre sa disparition en NBA, il a été cut de 3 équipes consécutives après avoir été transféré 2 fois. C'était pas la fin idéale. Il avait testé un passage en G-League, mais il était passé assez inaperçu. Il avait joué que 8 matchs dans l'équipe championne de G-League. Et là, le revoir un petit peu sortir, aller à l'entraînement avec Monaco, c'est un signe qui est quand même positif et qui ouvre la porte à un retour en Europe. Donc, deux bonnes nouvelles parce que c'est deux joueurs français qui sont plutôt talentueux. Olivier Sarr, en l'occurrence, qui est très bosseur et qui a fait une super saison rookie au Thunder, c'est top qu'il puisse continuer en NBA. Sekou Doumbouya, qui était très talentueux, mais qui par contre a été très critiqué de la part des franchises NBA, notamment pour son type de travail. C'est quand même cool de le voir ressortir et de se dire que c'est peut-être pas la fin encore. Donc j'ai trouvé que c'était deux nouvelles assez positives. Ouais, carrément. Après, ce qui est intéressant, c'est voilà, c'est dans les deux cas, je pense que ça va être, enfin, le gros du travail est devant eux. Olivier Sarr, bon, c'est vraiment intéressant. On voit la volonté du Thunder de vouloir
vraiment reposer à nouveau leur œil sur lui, de voir comment il peut évoluer, sachant que cette année, la compétition va être vraiment très rude au sein du Thunder. Euh, Autant les années passées, on avait le sentiment que OKC voilà, faisait jouer des joueurs pour essayer de voir un petit peu ceux qui allaient pouvoir être intéressants dans l'avenir. Il n'y avait pas d'objectif, de résultat à court terme. Là, cette année, ça va pas être la même. On est d'accord pour dire que le Thunder va pas jouer le titre NBA en 2024. Par contre, avec le retour de blessure de Chet Holmgren, le parcours fantastique, en fait, j'ai envie de dire, d'OKC l'an dernier, fantastique dans le sens où en début de saison, on n'aurait pas forcément parié sur le fait que cette équipe puisse passer un cap à ce moment-là. L'émergence ou la confirmation de Shai Gilgeous-Alexander, tout ça, ça veut dire que à OKC, il y aura vraiment il y aura un projet qui sera tourné quand même autour des résultats collectifs cette année. Il faudra confirmer, voire essayer d'aller un peu plus loin. Donc, je trouve ça vraiment encourageant pour Olivier. Ça veut dire que voilà, cette franchise qu'il connaît bien a envie de leur donner sa chance. Maintenant, il va falloir aller chercher sa place, quoi. Ça va pas être, je pense que c'est pas gagné, mais en même temps, voilà, on sait qu'en NBA, il y a 450 places. En gros, rien n'est gagné, rien n'est donné à personne, donc il va falloir aller cravacher pour se faire une place. Et puis tu as raison, en plus, dans cette équipe-là, c'est un peu difficile. La saison dernière, avec sa blessure au poignet, elle avait pu jouer que 9 matchs en NBA, ce qui était beaucoup moins que sa première saison où c'était quelque chose comme 22. Et c'est vrai que bah, je ne sais pas s'il en jouera beaucoup plus, d'autant plus que Chet Holmgren vient de revenir de blessure et à faire sa première saison rookie. À l'intérieur, ça prend pas mal de minutes quand même. Il faut déjà faire de la place pour lui. Donc, pour trouver la place pour Olivier Sarr, je sais pas, c'est un peu compliqué. Bon, maintenant, ce qu'on espère pour lui, c'est que, vraiment de sa blessure au poignet de l'année dernière, il puisse peut-être passer un step en G-League. Il y aura d'autres équipes NBA qui pourront le voir et que ce sera l'occasion pour lui éventuellement d'aller chercher un contrat NBA standard tout simplement parce que c'est l'objectif. Donc je pense que c'est quand même une bonne opportunité, mais tu as raison, je sais pas s'il aura beaucoup de minutes au Thunder et ça va être dur de sortir du lot dans une telle pépinière. Ouais, après, voilà, ce qui est vraiment intéressant, tu parles d'autres équipes, c'est vrai que faut le souligner, c'est de pouvoir rester dans ce giron NBA, parce que voilà, une signature comme ça, les autres clubs aussi voient que le Thunder redonne une chance à Olivier, donc c'est aussi, ça peut être aussi une manière de rebondir pour ensuite repartir dans une autre équipe, mais rester dans le giron de la NBA. Et pour parler de ses coups, ça c'est vraiment une information très intéressante, parce que c'est vrai qu'on se demandait ce qui était passé de ce joueur drafté haut, comme tu l'as dit au premier tour, qui a pu montrer des choses par moment. Alors, quand il était du côté des Pistons, ce qui manquait vraiment, c'était la consistance, la constance, pardon, dans les performances. Par contre, voilà, c'est cool, on connaît son potentiel, on connaît son talent. Ce qui manquait, c'était voilà un petit peu cette notion de constance et puis d'arriver à mettre un petit peu tous les éléments de son jeu ensemble pour pouvoir être performant sur la durée. Moi, j'étais très étonné de le voir à ce point disparaître des radars. Donc, on sait qu'il a eu aussi pas mal de pépins physiques, de blessures, dont il essayait de revenir ces 2 dernières années et dont maintenant, voilà, on espère qu'il a laissé tout ça derrière lui. On avait pu faire une petite interview avec lui durant son passage au Quai 54. Au début de l'été, dans lequel voilà, il disait se sentir mieux, être en recherche maintenant de rythme et de trouver un club. C'est intéressant, je trouve, qu'ils servent, même si pour l'instant c'est simplement en tant que partenaire d'entraînement du côté de Monaco. On connaît les ambitions de Monaco, je pense, la meilleure manière de se remettre en jambes. Maintenant, voilà, j'espère qu'on le retrouvera sur un terrain, finalement, que ça soit en NBA, que ça soit en Euroleague ou même que ça soit tout simplement dans le championnat de France. Ce qui est important, il a 22 ans, il faut qu'il joue, quoi. Il faut qu'il soit sur un terrain, qu'il joue. Et moi, j'ai hâte de voir un petit peu s'il pourra atteindre le potentiel ou du moins s'il pourra réaliser le talent qu'on sentait en lui. Bah, carrément, et puis c'est un joueur qui pourrait quand même vraiment faire quelque chose en Euroleague en l'occurrence. Euh, il a 22 ans, c'est vrai qu'il a encore un vrai potentiel. Et pas mal de joueurs français qui ont eu du mal en NBA, quand ils ont fait la transition vers l'Euroleague, ont réussi à vraiment performer. Je pense à Gershon Yabusele qui avait un rôle mineur en NBA et qui est devenu un joueur majeur en Europe. Je pense que Sekou Doumbouya, avec la bonne éthique de travail, parce que ça a longtemps été le problème en NBA, c'est ce que beaucoup de ses coachs ont pointé du doigt, ce que beaucoup de ses coéquipiers ont pointé du doigt, avec une bonne éthique de travail. Je pense que ça peut vraiment être un joueur de premier plan en Europe. Donc là, le voir avec Monaco, ça me fait plaisir sur deux plans. C'est que bah, non seulement on le voit réapparaître, mais qu'en plus, on le voit réapparaître avec un club d'Euroleague et un club qui évolue dans le championnat français. Ça me laisse l'espoir qu'éventuellement, on pourra le revoir en France l'année prochaine ou au moins en Europe.
et que peut-être que ce sera l'année où il fera cette bascule vers le jeu FIBA qui pourrait peut-être plus lui correspondre et dans lequel il pourrait s'épanouir un peu loin des lumières de la NBA. Donc voilà, moi j'attends ça avec impatience et j'espère qu'il trouvera un contrat cet été et qu'on pourra vraiment le voir sur un terrain toute la saison prochaine parce que en termes de potentiel, c'est là et que je pense que tout le monde a le droit à une seconde chance. Ouais, mais c'est intéressant le parallèle que tu fais avec Gershon Yabusele. Gershon nous avait fait l'amitié d'être notre rédacteur en chef exceptionnel dans le numéro spécial le numéro de River spécial Boston que vous pouvez voir derrière moi, peut-être si vous nous suivez sur YouTube. Et c'est vrai qu'il expliquait à la fois l'importance que ça avait eu pour lui d'aller jouer en Chine après avoir été drafté par Boston, parce qu'il avait eu des minutes, parce qu'il avait été responsabilisé, que ça avait été un joueur majeur dans cette équipe. Et ensuite, ce que tu étais en train de souligner, comment son arrivée et son passage au Real Madrid notamment avait encore boosté sa confiance. Alors là, ils en sont pas au même stade de leur carrière, hein. On imagine bien, on imagine pas forcément, je veux dire, pardon, une écurie du type le Real Madrid donner les clés du camion entre guillemets à ses coups dès cette saison. Mais par contre, voilà, quand t'as un jeune joueur, si tu peux pas avoir accès au terrain en NBA, il faut que tu trouves le moyen de jouer, de te développer et que finalement, on le voit bien maintenant, il y a de plus en plus de passerelles possibles entre le haut niveau européen et la NBA, faire des allers-retours, c'est possible. On voit bien que les franchises NBA sont toujours aussi intéressées par ce qui se passe au très haut niveau européen. On l'a vu encore avec les deux derniers MVP de l'Euroleague en date qui ont rejoint des franchises NBA cet été. Bref, voilà, moi tout ce que j'espère c'est qu'on retrouvera ses coups prochainement sur un terrain, que lui pourra découvrir aussi finalement quel est son potentiel, ce qu'il peut apporter concrètement dans le jeu. Euh, c'est vrai que nous, en tant que, on est souvent un peu frustrés parfois. Alors, je critique pas les choix de carrière, mais de voir des joueurs peut-être français ou autres qui se contentent de peu de minutes ou de rôles vraiment réservés en NBA. Parfois, on se dit, mais s'ils revenaient en Europe, ils pourraient avoir d'opportunités de jeu. Encore une fois, je critique pas les choix de carrière du tout, hein. Ça, c'est vraiment, chaque joueur est libre de bâtir sa carrière comme il le souhaite. En tout cas, voilà, moi, tout simplement en tant qu'observateur. J'ai à cœur de voir ce qu'il pourra donner sur un terrain. Idem, tout pareil. Eh ben, très bien. Allez, on va finir sur un truc un peu plus anecdotique. Hier, on parlait dans le CQFR de Lonzo Ball et c'était hier ou avant-hier, les jours s'enchaînent. En tout cas, dans le début de semaine, Ça on doit être parlait hier, ouais. C'était hier, voilà, de Lonzo Ball, de ses regrets, de ce fameux what if autour de sa blessure du côté des Chicago Bulls. Ce qui a été intéressant, c'est que Stephen A. Smith, donc, si vous ne connaissez pas le personnage, un personnage haut en couleur pour le moins d'ESPN, a sorti une phrase en disant ouais, selon mes sources, Lonzo Ball aurait même des problèmes pour pouvoir se lever de son canapé, tellement son genou sera en mauvais état. Et dans la foulée, Lonzo Ball a sorti une vidéo très drôle, on vous mettra les images, sur laquelle il est assis à côté de sa piscine et il fait des espèces d'exercice où il se lève d'une jambe, il s'assoit et il se relève à l'aide d'une seule jambe en parlant à Stephen Smith en lui demandant mais quelles sont ses sources. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était plutôt marrant cette vidéo de Lonzo. Ça m'a aussi fait plaisir parce qu'en fait en voyant la côte de Stephen Smith, je me suis dit, parce que, bien sûr nous on en parlait hier Benjamin, mais déçu de pas pouvoir le voir sur un terrain, mais après c'est vrai qu'il y a toute la vie de tous les jours. Ces athlètes-là, parfois, très tôt, finalement, ils se retrouvent handicapés, entre guillemets, dans leur vie quotidienne. Je me disais, mais c'est dramatique si c'en est à ce point-là. Donc j'ai trouvé que c'était plutôt sympa et il y avait pas mal d'humour dans le fait de voir Lonzo répondre comme ça à Stephen A. Smith. Je trouvais ça plutôt cool. Je sais pas comment t'as vu ça, toi. Bah, moi, ça m'a bien fait marrer, et même au stade où je pensais à un moment que c'était peut-être fake ou quoi, parce que je me suis dit, non, c'est trop marrant qu'un joueur NBA peut pas faire ça. Et ouais, la vidéo m'a fait sourire parce que c'est vrai qu'il est souriant, il est dynamique. En plus, il lui dit, mais je t'aime bien, mec, je te connais pas, mais je t'aime bien. Et à la fin de la vidéo, il regarde la caméra et puis il dit, je vais revenir, en gros. Donc ça, je trouve ça plutôt positif et c'est vrai que c'est rassurant parce que ces dernières années, on a vraiment eu beaucoup de news, enfin, cette année et demie de blessure de Lonzo Ball, on a eu des news un peu terrifiantes. On a entendu parler du fait qu'il pouvait plus sauter, plus courir. Je sais pas encore si c'est possible. C'est vrai que quand ça handicap dans la vie de tous les jours, ça devient encore un cran dessus. Je pense à Brandon Roy avec son arthrose, par exemple, qui est embêté avec ça au quotidien. Et c'est vrai que lui, quand il parle d'une vie qui, pendant un bon moment, assez terrible, parce que tous les jours, il ressent ces douleurs-là. Tous les jours, ça l'handicap. C'est un rappel aussi de l'échec. Donc c'est cool de voir que Lonzo, au moins, est un petit peu épargné par ça.
Maintenant, voilà, c'est vrai que on savait que c'était pas un sujet qui est très profond, la vidéo de Lonzo Ball, mais vraiment, il faut voir la vidéo, il faut voir sa tête, son sourire, la manière dont il réagit. Et je trouve que ce genre d'humour et un petit peu de positivité, bah, c'est tout ce dont on a besoin en NBA quand il y a des blessures comme ça. On parle toujours de Lonzo Ball avec un air un peu dramatique. Là, le fait que lui l'aborde avec le sourire et en rigolant un petit peu, bah, ça redonne le moral. Exactement, bon, on va finir sur cette note positive. Nous, on vous donne rendez-vous dès demain pour un nouveau CQFR. En attendant, si vous voulez des compléments d'information, allez sur basketsession.com. Vous trouverez vraiment toutes les infos autour du basket importantes. Demain, CQFR à nouveau, bien sûr, le matin. Et comme vous l'expliquait Benjamin, il y aura un podcast. Finalement, on l'a pas fait lundi. D'habitude, on le fait lundi. Là, on le fera demain. Et on parlera un petit peu équipe de France avec normalement le grand retour d'Antoine Pimel. Donc voilà, restez à l'écoute. Nous, on vous dit à demain. Passez une excellente journée. Ciao. Salut!